Bonjour à tous et toutes. Bonjour Fabrice. Nous te remercions infiniment de nous accorder, cette fois encore, un peu de ton temps. C'est la deuxième fois cette année. Et puis, on te reverra l'année prochaine, hein, on peut déjà le dire. Les auditeurs et auditrices te connaissent bien, donc je rappelle quand même simplement que tu es maître de conférence en histoire moderne à l'université de Poitiers, que tu as été l'un des vice-présidents de l'université de Poitiers, que tu es membre de la Société des antiquaires de l'Ouest, avec laquelle l'UIA a noué et nouera peut-être prochainement des partenariats. Tu as été l'un de ses présidents qui a effectué un très long mandat et tu vas être à nouveau, je crois, peut-être dans quelques mois, à nouveau le président donc de la SAO. Tes recherches portent essentiellement sur le Poitou à l'époque moderne, son clergé, ses auberges, ses cabarets, mais aussi ses affaires de justice. Et c'est dans ce cadre que tu vas évoquer aujourd'hui un terrible fait divers, on pourrait appeler ça comme ça, survenu à Pleumartin en 1753. Il s'agit, on le voit là, du martyre de 4 huissiers de justice dans l'exercice de leurs fonctions. Un passage à tabac dont l'un d'eux, d'ailleurs, ne réchappera pas. Cette effroyable histoire met en cause son instigateur, l'étrange et cruel marquis de Pleumartin, Victor-Marie Isoré, et cette histoire terrible a fait grand bruit. Si l'on en croit les sources, ce Gilles de Ré à la Poitevine du XVIIIe siècle n'en était d'ailleurs pas à ses premiers actes de cruauté. Tu as retrouvé les traces de cette grande violence dans un article paru au milieu du XIXe siècle. Et d'ailleurs, certains écrivains et écrivaines de cette époque-là s'en sont emparés dans leurs œuvres littéraires. Tu t'es surtout appuyé sur les sources du présidial de Poitiers. Ce sont des archives judiciaires qui comportent un gros dossier sur ce procès du marquis de Pleumartin. Et du coup, une question se pose. Peut-on juger la noblesse au XVIIIe siècle? Si oui, de quelle façon? Eh bien voilà, je te laisse rapporter ces faits et répondre éventuellement à ma question. Est-ce que ça marche? Si, ça marche? D'accord. Merci pour cette introduction. Hein, je vois que tu es déjà assez au courant d'ailleurs de cette affaire, hein, d'après ce que j'ai vu, tu t'es déjà documenté. C'est toujours un plaisir de venir, en tout cas, communiquer devant vous. Hein. Effectivement, ça fait bien maintenant les années passent, une bonne quinzaine d'années que je travaille beaucoup sur les archives judiciaires, sur les institutions judiciaires poitevines, et de temps en temps, il m'arrive de tomber sur des affaires un petit peu hors normes, comme celle dont je vais vous parler aujourd'hui. Et évidemment, c'est toujours un plaisir pour moi de vous en faire l'écho, de vous en faire un petit peu le compte-rendu. Alors effectivement, cet après-midi, je vais vous parler finalement d'un procès, avant tout, hein, d'une affaire. Vous voyez, j'ai choisi pour titre d'ailleurs une cruauté de notre temps, le martyre de 4 huissiers de Châtellerault au milieu du XVIIIe siècle. Alors effectivement, je vais vous parler d'un procès qui est extrêmement intéressant. Vous voyez, je vais essayer de vous faire un peu de teasing, c'est comme ça je crois qu'on dit, hein, qui me paraît extrêmement intéressant pour 3 raisons. Tout d'abord, première raison, c'est qu'il s'agit tout d'abord du plus grand procès du XVIIIe siècle qui a eu lieu à Poitiers. Alors pourtant, hein, dans la longue histoire poitevine, eh bien, il y a un certain nombre de procès, vous savez, qui ont un petit peu été marquants. Alors, je ne sais pas dans quel sens, d'ailleurs, il faut que je vous les présente, mais vous les connaissez, ces procès. Tout d'abord, au milieu du XVe siècle, il y a eu le procès Jacques Coeur. Vous savez, le grand argentier de Charles VII, qui d'ailleurs s'est évadé de Poitiers, hein, avant d'aller plus loin, un petit peu finir ses périples. Le deuxième grand procès extrêmement marquant qui a eu lieu en Poitou, vous le connaissez également tous, c'est dans les années 1630, c'est l'affaire Urbain-Grandier de Loudun. Là aussi, c'est le Poitou. Hein. Ensuite, si je passe un petit peu quelques décennies, en 1822, il y a un peu plus
un peu plus deux siècles exactement, eh bien, il y a eu l'affaire Berton. Avec ce complot-là d'un républicain au moment de la Restauration. Et puis, plus proche de nous, mais c'est des procès que vous connaissez, au tout début du XXe siècle, il y a eu l'affaire de la séquestrée de Poitiers, en 1901, et puis, allez, plus proche de nous, l'affaire Marie Bénard, au début des années 1950, donc au milieu du XXe siècle. Eh bien, vous voyez, dans cette petite collection de grands procès poitevins, il y a un petit trou chronologique, alors que je vais essayer de combler en quelque sorte. Bien, effectivement, pour le XVIIIe siècle, le procès dont je vais vous parler aujourd'hui est incontestablement le procès du siècle, et il fait partie des grandes affaires judiciaires poitevines, c'est incontestable, parce que vous allez voir, il y a beaucoup d'échos au niveau national et même au-delà. La deuxième raison, je vous en ai promis 3, je crois, pour laquelle cette affaire me paraît digne d'intérêt et extrêmement intéressante, eh bien, c'est en raison du statut de l'accusé, du principal accusé. Effectivement, le principal accusé, il s'appelle Victor Nicolas Marie, je me trompe toujours dans les prénoms, Isoré. Il est marquis de Pleumartin. Alors, vous avez compris, c'est la noblesse. Mais attendez, vous savez, il y a noblesse et noblesse. La noblesse, c'est un petit peu moins de 1% de la population française, mais parmi cette noblesse, je dirais, il y a des classes, il y a des catégories, il y a des niveaux de fortune différents, il y a des prestiges différents. Or, cette famille Isoré, j'y reviendrai, fait partie de la très haute noblesse française. Elle fait partie au moins des 100 plus grandes familles nobles de France. Et bien évidemment, quand vous avez un accusé avec ce statut, eh bien, ça donne tout de suite, lorsque surtout cette personne-là est accusée, évidemment, une dimension à l'affaire assez extraordinaire. Et puis, la troisième raison, me semble-t-il aussi, pour laquelle cette affaire est digne d'intérêt, extrêmement intéressante, ça vient de la nature des accusations. Là, vous allez le voir, je vais essayer de les détailler, pas trop non plus, mais quand même, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. On a affaire à des actes de cruauté assez abominables qui ont été commises. Or, ces actes de cruauté se déroulent en plein milieu du XVIIIe siècle. Vous savez, on a l'habitude de dire que le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Eh bien, effectivement, quand on se plonge dans cette affaire, eh bien, on n'a pas vraiment l'impression d'être dans un siècle de lumière. Tout au contraire, on est effectivement parmi les épisodes les plus vils, les plus atroces, les plus cruels, finalement, de la nature humaine. Donc voilà. Pourquoi finalement j'ai choisi de vous présenter un petit peu cette affaire-là. Alors, évidemment, se pose une question. Comment se fait-il que j'en suis venu à m'intéresser à cette affaire ? Là, je ne vais pas vous raconter ma vie longtemps, mais simplement, c'est, je crois, aussi intéressant un petit peu de voir comment finalement un sujet de recherche peut émerger aussi à un moment donné auprès d'un chercheur, puisque je suis aussi un chercheur. Eh bien, tout simplement, il y a à peu près une dizaine d'années, eh bien, un colloque a été organisé, un colloque transpériode, sur l'histoire de la cruauté, parce que malheureusement, ça fait partie de la nature humaine. Et tout simplement, eh bien, j'ai été sollicité par les organisateurs de ce colloque. Ça a d'ailleurs donné lieu, vous voyez, comme c'est souvent le cas, à une publication qui s'appelle « Le sarcasme du mal, histoire de la cruauté de la Renaissance à nos jours ». Et comme je tenais absolument, comme j'étais en plein dans mes affaires judiciaires et que je tenais absolument à participer à cette journée, à ce colloque, à cette manifestation culturelle, eh bien, j'ai cherché. J'ai dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter ? C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Vous savez, au début, c'est très empirique. A dit, qu'est-ce qui là-dessus, ce thème-là m'intéresse. J'ai pas vu des choses là-dessus. Alors évidemment, je brasse beaucoup d'informations, notamment aussi bien d'ailleurs, vous savez, en faisant des cours que lorsque on lit des articles. Eh bien, je me suis souvenu. Ça a été un petit peu le point de départ, un petit peu de ma réflexion, d'un article que j'avais lu dans une revue, vous voyez, qui est pas la revue du siècle là non plus, une revue savante du milieu du XIXe siècle, dans la revue des Mémoires de la Société archéologique de Touraine. Alors un article, vous voyez, d'un certain d'Argenson, qui s'intitulait, alors c'est pas le titre non plus très racoleur, Isoré de Plumartin, seigneur d'Hervaux, Plumartin, La Roche-Posay, Toufou, Beauséant en Touraine. Marquis de Plumartin en Poitou par érection de 1652. Donc vous voyez un article de 1855. Honnêtement, au niveau méthode, c'est pas l'article du siècle.
en fait, cet article, vous voyez, là vous avez ici la première page, son auteur a avant fait de la généalogie, je dirais. C'est-à-dire qu'il a étudié la filiation de ces seigneurs finalement de Pleumartin entre le milieu du XIVe siècle jusqu'au XIXe siècle. Hein. Donc finalement, l'article, je crois qu'il y a une quinzaine ou une vingtaine de personnages. Eh bien, le premier représentant de la dynastie, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc. Hein. Donc vous voyez, c'est pas d'une originalité extrêmement rigoureuse. Ce qu'il y a, c'est que dans cet article, la moitié quasiment de cet article est consacrée à uniquement un personnage. Je dis bien un personnage. Et en l'occurrence, ce personnage, c'est Victor-Marie Nicolas Isoré, le 15e seigneur de Pleumartin. Hein. Donc vous voyez, la moitié de l'article, c'est sur lui. Et si l'auteur s'intéresse à ce personnage, c'est notamment, je reprends ces termes, il considère, l'auteur de cet article, que ce personnage est une tache obscure, faisant ombre à cette glorieuse lignée. Vous voyez, c'est bien dit, au moins. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche, en fait, dans cet article, à ce personnage, hein. Ça ne veut pas dire que ce soit forcément juste à 100%. Vous savez, il faut toujours être prudent. D'autant plus que cet article, je vous dis que ce n'est pas l'article du siècle, loin s'en faut, notamment cet article n'a pas de référence archivistique. Ça, vous savez, pour un historien, on se dit, mais en même temps, on regarde quand même. Hein, parce que les informations qui peuvent paraître intéressantes. Eh bien, on lui reproche notamment à ce personnage, tout d'abord, d'avoir séquestré et affamé 3 moines dans son château juste pour le plaisir. Bon, premier reproche. Hein. Pas de référence archivistique, hein, je tiens à préciser. Deuxième reproche que fait cet article, vous voyez, à ce personnage, eh bien, il aurait tourmenté une bande d'huissiers. Alors là, évidemment, ça veut dire quelque chose puisque c'est le titre de ma conférence, mais on n'en est pas là. Hein. Il aurait tourmenté une bande d'huissiers et aurait pris un malin plaisir à les humilier durant plusieurs heures. Autre reproche également que l'on trouve dans cet article, ce Victor-Marie Nicolas Isoré aurait été très cruel avec ses paysans, n'hésitant pas même à marquer certains d'entre eux au fer rouge dans la forge de sa seigneurie. Hein. Donc vous voyez, et finalement, toujours selon cet article, vous voyez que je suis extrêmement prudent. Hein. Un article où il n'y a pas de référence archivistique, il faut s'en méfier. Je ne dis pas comme de la peste, en tout cas, il faut être extrêmement prudent. Et toujours selon cet article, eh bien, il aurait fallu une intervention de la maréchaussée. Alors, vous savez, la maréchaussée, c'est l'ancêtre de la gendarmerie. Hein, et pour mettre fin aux exactions de ce personnage, hein, dans les années 1750. Bon, voilà ce que dit exactement cet article. Et puis, vous voyez, en poursuivant un petit peu mes premières investigations, je me suis rendu compte que le souvenir de ce personnage avait perduré et n'était pas resté finalement un souvenir du XVIIIe siècle. On trouve également certains auteurs du XIXe siècle qui parlent de ce personnage, hein, à la réputation si sulfureuse, et c'est le cas notamment de 2 hommes de lettres, ou 2 femmes de lettres, et pas des moindres. C'est le cas tout d'abord d'un personnage que tout le monde connaît, qui s'appelle George Sand. D'accord ? George Sand, vous savez, c'est une artiste de dimension évidemment nationale, même au-delà. Hein, c'est l'une des grandes femmes de lettres de l'histoire de France. Elle a beaucoup publié, et vous savez qu'elle était originaire du Berry. Hein. Pleumartin, dont je vais beaucoup vous parler, est limitrophe du Berry. Et George Sand, la voici, elle publie, alors peut-être que certains d'entre vous l'ont lu, elle publie en 1837 un roman, hein, que peut-être pas l'un de ses plus connus, hein, c'est pas La Mare au diable, etc., ou La Petite Fadette. Elle publie en 1837 un roman qui s'appelle Mauprat. D'accord ? Alors, c'est une histoire de seigneur, hein, de petit noble plutôt rural, cette histoire de Mauprat, mais je suis pas là pour vous en parler. Ce qui est plus intéressant, c'est que le seigneur, en tout cas le petit noble, qui est le héros, je dirais, de ce roman, c'est vrai que c'est un personnage assez abject, hein, assez cruel, pas du tout sympathique. Hein. Et ce qui est assez intéressant, c'est que dans le chapitre 6, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, si l'écran est suffisamment grand, en tout cas je vais vous le lire si ce n'est pas le cas, dans son chapitre 6, eh bien, elle met une note infrapaginale, ce qui n'est pas souvent le cas, hein, dans les romans. Vous voyez, cette note infrapaginale du chapitre 6, c'est justement pour justifier
en quelque sorte la cruauté de son propre personnage, hein, de son seigneur un peu cruel là, de la région du Berry. Et elle dit, voyez, mon personnage de fiction, il est cruel. Vous pouvez dire que peut-être j'exagère, parce que c'est un personnage de fiction, mais en réalité, eh ben, il y en a eu qui ont même été pires que mon personnage de fiction. Et notamment, regardez, le seigneur de Pleumartin a laissé dans le pays, alors oui, dans le pays, Poitou, Berry, on est à la frontière, a laissé dans le pays des souvenirs qui préserveront le récit de Mauprat du reproche d'exagération. Hein. La plume se refuserait à tracer les féroces obscénités, les raffinements de torture qui signalèrent la vie de cet insensé et qui perpétuèrent les traditions du brigandage féodal dans le Berry jusqu'au dernier jour de l'ancienne monarchie. Donc vous voyez, elle fait référence finalement à une sorte de souvenir collectif concernant cet individu qui aura existé et qui était particulièrement cruel. Alors ça, vous voyez, c'est une petite trace, donc évidemment, ça donne au personnage finalement un certain intérêt, même encore plus d'intérêt. Si George Sand se permet d'en parler, je pense qu'effectivement, on peut s'y intéresser. Et puis le deuxième personnage, peut-être que de fiction, enfin, plutôt homme de lettres, qui fait allusion à ce personnage. Vous voyez que d'ailleurs, j'ai oublié de le mettre, vous voyez, il est même cité dans le texte, hein, le seigneur de Pleumartin. Deuxième personnage, c'est un Châtelleraudais. C'est un petit peu plus tard, c'est quasiment à la fin du 19e siècle, c'est Louis-Rodolphe Salis. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, il est moins connu hein, que George Sand. Le voilà. En fait, c'était le fondateur du Chat Noir, qui était un cabaret célèbre à Paris à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Hein. Et cet auteur, ce personnage qui fréquentait, vous voyez, tous les hommes de lettres à la mode à la fin du 19e siècle, qui fréquentait le Chat Noir, il a également publié des nouvelles. Et notamment, vous voyez, les contes du Chat Noir. Hein. Et parmi ces nouvelles, eh bien, il y en a une, vous voyez, qui semble tout droit inspirée, en tout cas de la légende noire de ce marquis de Pleumartin. Alors, c'est des romans un peu, comment je dirais, néo-gothiques qu'il écrit. Hein, vous voyez, comment fut guerdonné le mauvais sire de Pleumartin, hein, où il décrit finalement dans cette nouvelle, eh bien, un personnage visiblement d'origine noble et qui est particulièrement cruel, hein, particulièrement méchant. Donc, vous voyez, ces deux indicateurs montrent bien, vous voyez, que cette, comment je pourrais dire, cette légende noire de ce marquis de Pleumartin, hein, c'est pas simplement, vous voyez, enfin, c'est un fait avéré. Hein, c'est un fait avéré. En tout cas, il y a une tradition comme quoi il y a eu à cet endroit-là un personnage absolument abject. Bah, d'où l'intérêt aussi, c'est le but de l'historien, de faire un petit peu la lumière, hein, puisque c'est le siècle des Lumières aussi, de faire la lumière sur ce personnage. Alors, l'historien, évidemment, c'est toujours intéressant de savoir ce que les autres ont pu dire sur un fait historique, mais ce qu'il faut, c'est essayer de reconstituer ce fait historique. Alors là, vous voyez, il n'y a pas mille solutions. Il faut recourir évidemment aux archives. Hein. Et là, en l'occurrence, eh bien, je me suis précipité, évidemment, puisqu'il avait visiblement été question d'un procès sur les archives judiciaires. D'accord ? Et aux archives départementales de la Vienne, dans le fond de la sénéchaussée et du siège présidial de Poitiers, eh bien, il y a à peu près 200-250 liasses hein, qui ont été conservés de ce tribunal. Alors, la sénéchaussée et siège présidial de Poitiers, c'est plus, pour vous dire ce que c'est exactement en 2 secondes, parce que ce nom-là, évidemment, n'existe plus. C'était entre le XVIe siècle et le XVIIIe siècle le plus important tribunal du Poitou. Hein. Évidemment, il était installé dans l'ancien palais des ducs de Poitou, des ducs d'Aquitaine, pardon, et comtes de Poitou. D'accord. Évidemment, les affaires les plus importantes étaient avant tout instruites par devant ce tribunal. Il se trouve qu'effectivement, j'ai retrouvé, vous voyez, sans trop de difficultés, évidemment, le procès où le principal accusé était ce fameux seigneur de Pleumartin. Alors, c'est un dossier quand même judiciaire. Là, vous voyez, c'est une petite photo faite par mes soins, qui comprend à peu près 800 pages. Alors, sachez, parce que parfois, quand on ne sait pas, sachez que tous les procès ne sont pas aussi exhaustifs. Vous savez, on a beaucoup d'affaires, parfois on est très déçu, mais c'est ainsi, où il ne va rester d'un procès
que quelques feuillets, que quelques pages, et même parfois absolument rien. Hein, parce que tout simplement, il y a eu des tris dans les archives, etc. Là, on a un procès qui est groupé, en plus, hein, dans une seule liasse, 800 pages, quasiment complet, je pense, hein, avec toutes les pièces de procédure. Ça va de la plainte, hein, également aux interrogatoires, aux témoignages, aux confrontations de témoins, etc. J'ai même les sentences. C'est merveilleux. Hein. Sachez que c'est loin d'être toujours le cas. Hein, l'année prochaine, je fais une toute petite parenthèse, j'ai proposé comme conférence l'année prochaine justement un autre procès. Hein. Eh bien, le procès en question, il avait été tout mélangé et je crois qu'il se trouvait sur 5 liasses différentes. Hein. Au moment, vous voyez, du tri des archives. Alors évidemment, ça complexifie énormément les choses quand on veut reconstituer les faits. Là, on a un dossier relativement complet. Et ce dossier complet, évidemment, même si avec des archives judiciaires, il faut aussi être extrêmement prudent, eh bien, ça permet un petit peu de toucher au plus près des réalités. Et ce que j'ai essayé de faire, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est essayer de reconstituer ce qui s'était passé, essayer de reconstituer l'affaire. Alors, c'est ce que je vais essayer de faire maintenant devant vous. Et je vais essayer de l'articuler. Alors, je vais beaucoup faire parler ces archives, hein, d'accord ? Parce que vous voyez, notamment pour vous décrire des faits, ce que j'ai fait évidemment dans cette présentation, c'est que j'ai pris des extraits de ces pièces de procédure qui racontent mieux que quiconque ce qui a pu se passer, vous voyez, au cours de ces années, notamment 1753, qui a été assez terrible, en tout cas pour quelques-uns des personnages que je vais citer. Alors, ma démarche va être la suivante. Vous savez, en histoire, il faut toujours se poser des questions. Hein. Tout d'abord, on va essayer de voir ensemble quelles sont les circonstances et le contexte de ce procès. D'accord ? Deuxième question auquel je vais essayer de répondre, que reproche-t-on exactement au principal accusé, le seigneur de Plomartin ? Et puis troisième question, comment se déroule exactement le procès et comment se termine-t-il surtout pour les protagonistes ? Allez, on va commencer, puisqu'on est entre nous, ou presque. Hein. Alors, quelles sont les circonstances et les origines de ce procès ? Alors, ce que je me propose, vous voyez, de faire devant vous, là, peut-être, c'est de préciser certains éléments qui me semblent importants du contexte. D'abord, vous savez, les meilleures questions sont souvent les plus simples. Ça se passe où, exactement ? Quel est exactement le cadre géographique ? Le cadre géographique, là où se passe l'essentiel des actions que nous allons décrire, c'est en l'occurrence la seigneurie de Plomartin. Alors, j'ai commencé, vous allez m'en excuser, avec une carte très contemporaine, hein, une carte IGN, géoportail, hein, mais pour que les choses soient claires pour tout le monde. Hein, vous voyez Poitiers, vous voyez Châtellerault, d'accord ? Et Plomartin se situe, allez, à vol d'oiseau, allez, une petite quarantaine de kilomètres de Poitiers au nord-ouest, d'accord ? Et cette bourgade de Plomartin est située géographiquement, on le devine un petit peu, hein, entre la vallée de la Vienne et également la Gartempe. Hein, pour simplifier, la Gartempe creuse, hein, si on va un petit peu plus au nord. Allez, je vais changer de carte parce que c'est toujours un peu gênant. Hein. Alors, vous voyez, j'ai pris, mais là, vous allez hurler. Mon histoire se passe au XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, c'est la première fois où on commence à avoir des cartes régionales de qualité. Et notamment, la carte de qualité. Alors, allez, mon affaire se passe en 1750 et quelques. Là, cette carte a été élaborée en 1760. On va pas faire trop la fine bouche, hein, à quelques années près. La carte en question, c'est la carte de Cassini. Hein, la carte de Cassini de 1760. Alors, simplement, vous voyez tout de suite, même si elle est très précise, c'est vrai que de loin, notamment, c'est un petit peu plus difficile hein, pour s'y repérer. Alors, attendez. Vous allez me faire confiance ? D'abord, Plomartin. Vous voyez en haut de cette carte, tout à fait à gauche, pour que vous ayez un repère, vous avez Châtellerault. D'accord ? Alors, je n'ai pas mis Poitiers parce que sinon, après, on ne voyait plus rien. Hein ? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire sur cette seigneurie de Plomartin ? Tout d'abord, ça je vous l'ai déjà dit, cette seigneurie de Plomartin est située presque à la limite entre trois provinces, le Poitou,
la Touraine et le Berry. Vous voyez, on n'est pas très très loin de la frontière actuelle entre les départements contemporains que sont la Vienne, l'Indre-et-Loire et l'Indre. D'accord ? C'est un secteur plutôt isolé. On dirait enclavé aujourd'hui, je crois que c'est plus la mode de dire ça. Vous voyez, avec pas mal de forêts, d'ailleurs, et surtout relativement peu peuplé. Alors attendez, vous avez Crémillé qui est à proximité, vous avez tout autour également Laigné-les-Bois, peut-être que certains d'entre vous d'ailleurs sont du secteur, n'hésitez pas à intervenir, à préciser les choses si jamais je me trompais. Vous avez également un petit peu plus au nord Coussay-les-Bois, et puis la petite bourgade de Vic, qui elle se trouve sur la Gartempe. Vic-sur-Gartempe d'ailleurs. Alors regardez, la population, 130 feux, parce que je n'ai que ce genre d'indication. Alors vous multipliez par 4 ou par 5 pour avoir la population. Vous multipliez par 4 ou par 5, donc c'est Pleumartin, 130 feux. Crémillé, c'est plus petit, c'est 70 feux. 188 feux pour Laigné-les-Bois. Alors Coussay-les-Bois, c'est pas la mégalopole, vous avez compris, c'est pourtant une paroisse, c'est 37 feux. Et la plus importante, c'est Vic, avec 260 feux, tout simplement parce qu'il y a la Gartempe, l'air de rien, c'est une voie de communication beaucoup plus importante, et donc c'est effectivement le bourg, la bourgade la plus peuplée, je dirais, dans ce secteur. Et on trouve par ailleurs à Pleumartin, on trouve, allez, je dirais, 2 petites administrations. Alors, vous voyez, j'ai dit que c'était un marquisat depuis 1652. Alors, qui dit marquisat, il y a un petit tribunal. Un petit tribunal seigneurial, d'accord, qui dépend en partie du seigneur, mais pas uniquement. Et on trouve également à Pleumartin une petite administration qui s'appelle le grenier à sel. Alors attendez, juste une petite explication. Vous savez que sous l'Ancien Régime, on utilisait beaucoup le sel, et il y avait une taxe sur le sel qui s'appelait la gabelle, et suivant les régions, le montant de cette gabelle n'était pas la même. Or, il se trouve que Pleumartin se trouve à proximité d'un changement de tarif, d'où finalement ce dépôt à sel qui se trouve donc à Pleumartin. Alors, toujours pour en finir un petit peu avec cette présentation, alors cette seigneurie de Pleumartin existe depuis en fait le XIVe siècle. Alors vous allez voir, je vais relier cette création à un événement que vous connaissez quasiment tous. En fait, la date de 1356 doit vous dire quelque chose. En 1356, c'est la bataille de Noyers-Maupertuis. Vous savez l'horrible défaite pour le roi de France, qui est fait prisonnier. Et il se trouve qu'à l'occasion de cette défaite de Noyers-Maupertuis, un certain nombre de seigneurs français avaient trahi le roi de France et s'étaient ralliés notamment aux Anglais. Et c'est le cas notamment d'un certain Guichard d'Angles. Guichard d'Angles, vous voyez, Angles, c'est juste à côté, c'est juste un petit peu au sud de ce secteur. Et Guichard d'Angles était passé du côté des Anglais. Et dans les années qui ont suivi, dans les années 1360 notamment, on a voulu punir ce Guichard d'Angles qui possédait cette terre de Pleumartin. Et donc, on l'a exproprié, pour aller vite, on lui a enlevé cette terre de Pleumartin, et cette terre de Pleumartin, on l'a donnée à un certain Isoré. Donc Isoré, vous avez compris que le premier représentant de cette famille, finalement, au milieu, dans la seconde moitié du XIVe siècle, il a obtenu cette seigneurie par punition contre Guichard d'Angles. Et finalement, vous voyez, on est dans les années 1360 à peu près. Eh bien, vous voyez que ça fait combien? 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, 4 siècles plus tard, c'est toujours un Isoré. C'est toujours la même famille qui possède cette seigneurie de Pleumartin. Là, vous avez une continuité qui est quand même assez extraordinaire, en tout cas qui me semble important, je dirais, de souligner. C'est l'objet d'ailleurs de l'article, vous savez, que je vous ai mentionné en tout début de séance. Allez, deuxième élément du contexte. Vous voyez, j'essaie de bien poser mon décor. C'est très très important le décor, c'est très important aussi la géographie, vous savez, quand on fait de l'histoire. Le principal accusé, bon, vous l'avez un petit peu compris, c'est Victor Marie Nicolas Isoré.
Alors, je vais essayer de vous le présenter de manière générale. D'abord, ce personnage serait né, parce que j'ai pas retrouvé son acte de baptême, il serait né vers 1719, d'accord? Vers 1719, et dans la filiation, il est officiellement le 15e marquis de Pleumartin, vous voyez, 4 siècles après le premier. Donc je reviens pas là-dessus, là c'est relativement facile. Si l'on en croit, là je me base sur les sources de l'époque, à l'ouvrage qui s'intitule Le palais de l'honneur de la science héraldique et du blason, eh bien, en fait, cet ouvrage, finalement, classe les principales familles nobles françaises. Eh bien, si j'en crois cet ouvrage qui paraît à la fin du XVIIe siècle, cette famille Isoré ferait partie des 77 plus illustres familles nobles de France, du royaume. Donc, vous voyez, cette famille Isoré, même si au départ, vous voyez, c'était pas forcément des noblesses de premier plan, eh bien, ils ont su, je dirais, gagner en puissance, gagner en prestige. Et voyez que au XVIIe siècle, ça fait partie des toutes premières familles nobles françaises. D'ailleurs, quand on regarde ça un petit peu de plus près, eh bien, parmi les ancêtres de mon cher Victor-Marie Nicolas Isoré, eh bien, on trouve des personnages importants. Alors attendez, je ne les ai pas tous mentionnés, mais simplement parmi ses ancêtres, tout d'abord à la fin du XVe siècle, vous voyez sous le règne notamment du roi Louis XI et de Charles XII, eh bien, on a Léon Isoré qui est à la cour et qui a le titre de conseiller et de chambellan du roi. Un tout petit peu plus tard, vous voyez, je saute quelques décennies, à la fin du XVIe siècle, on a Honorat Isoré, là aussi un ancêtre direct, qui est vice-amiral de Guyenne, de Poitou et de Nice. Un peu plus près du XVIIIe siècle, au milieu du XVIIe siècle, René Isoré est lieutenant pour le roi en Touraine et en Haut-Poitou. Alors, lieutenant pour le roi, c'est un poste en fait d'administrateur militaire, c'est juste en dessous de gouverneur. Et c'est d'ailleurs ce personnage d'ailleurs qui est important, René Isoré, qui réussit à faire que la seigneurie de Pleumartin soit érigée en marquisat au milieu du XVIIe siècle. Et puis, toujours dans cette famille, et là presque contemporaine, même contemporain de notre cher marquis, au début du XVIIIe siècle, vous voyez, c'est juste avant, on va dire, on a un grand-oncle de Victor-Marie Nicolas Isoré, qui est archevêque de Tours, et qui s'appelle donc Mathieu Isoré. Donc voilà, vous voyez, une famille quand même assez illustre, avec de glorieux ancêtres. Et par ailleurs, mais ça compte aussi, en plus de Pleumartin, eh bien, les Isoré, on va les appeler comme ça, possèdent ou ont possédé plusieurs seigneuries au XVIIIe siècle. Alors, j'ai pris une autre carte là, une carte du XVIIIe siècle, mais avec un plan un petit peu plus large, pour vous dire également quels étaient les endroits où vous avez des possessions, où vous avez des seigneuries. Alors oui, vous voyez bien, Poitiers, Châtellerault, voilà Pleumartin. Il possède notamment plusieurs seigneuries. Alors oui, je les ai mis en toute petite étoile rouge. Il possède des seigneuries tout d'abord dans la région de Pleumartin, ce qui semble assez logique. Alors à La Roche-Posay, à Jeux, à Bois-Garot, et le dernier c'est les Forges, dans ce secteur-là. Il possède également une seigneurie plus en Touraine et qui s'appelle Boissé-en-Touraine. Hervaux également a été pendant un temps une seigneurie possédée par cette famille d'Hervaux, également d'Isoré. Et il possède également une seigneurie dans le Marais Poitevin, en l'occurrence à Andilly-les-Marais. Donc tout ça pour vous dire qu'ils ont aussi une assise seigneuriale, et en tout cas foncière, qui n'est pas négligeable. Par ailleurs, dans ce que j'ai pu savoir sur mon personnage, Victor-Marie Nicolas Isoré, comme tous les gens de cette noblesse provinciale, mais qui a un certain prestige, a reçu
une éducation militaire. Alors ça, je n'ai pas les détails, je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on puisse les reconstituer. En tout cas, ce qui est sûr, vous voyez, il est né en 1719. Eh bien, notre Isoré, notre seigneur de Pleumartin, il a participé à un grand conflit européen, qui est la guerre de succession d'Autriche, qui a lieu entre 1740 et 1748. Peut-être que vous avez pu l'étudier, ces conflits du XVIIIe siècle, dans certains des cours que vous avez suivis. C'est principalement une guerre, vous voyez, de dimension européenne, où la France, notamment, a comme principaux adversaires, eh bien, tout d'abord, l'Autriche, l'empereur de Vienne, et également a comme autre adversaire, mais ça, c'est un adversaire presque éternel au XVIIIe siècle, également l'Angleterre. L'Angleterre et les Autrichiens. Ça a pu le marquer aussi, de faire cette guerre. Vous voyez, on apprend des trucs, si j'ose dire, lorsqu'on est militaire, et pas forcément les choses les plus civilisées. Et puis, pour en finir, vous voyez, avec cette petite présentation de mon seigneur de Pleumartin du milieu du XVIIIe siècle, eh bien, il est marié. Vous voyez, juste après cette guerre, il s'est marié. Il a fait plutôt un beau mariage. Il s'est marié en 1748 avec Marie-Françoise Dusson de Bonnac, qui est le fille quand même d'un ambassadeur à l'A.E. Donc, vous voyez, ambassadeur aux Provinces-Unies. N'oubliez pas que les Provinces-Unies, à ce moment-là, même si parfois leur puissance financière est parfois contestée, être ambassadeur aux Provinces-Unies, c'est pas rien. C'est le centre, toujours, du commerce européen. Les Provinces-Unies, et donc se marier avec un personnage qui, avec la fille d'un ambassadeur à La Haye, c'est quand même bien, c'est quand même assez prestigieux. Et puis, et de cette union d'ailleurs a naquit 2 enfants, une fille et un garçon, le garçon s'appelant Louis Armand François, d'accord. Et pour en finir avec ce petit portrait, vous voyez, rapide de Monseigneur de Pleumartin, il entretient dans son château de Pleumartin, parce qu'il y a un château, une nombreuse domesticité. Alors là, j'ai un petit peu regardé dans les registres paroissiaux. Les registres paroissiaux font référence à de nombreux personnels qui travaillent au château du Seigneur de Pleumartin. Un cocher, un cuisinier, un jardinier, un huissier, un garde-bois, des valets de chambre, des filles de chambre, domestiques. Il y a au moins, à minima, une vingtaine de personnes qui travaillent au service du Seigneur de Pleumartin. Ce qui est déjà qui est relativement important comme domesticité. Alors un petit détail, parce que pour le moment tout va bien, on va dire. Tout va bien. Un petit détail, il se trouve que quasiment par hasard, dans les archives de Touraine, à Tours, aux archives départementales d'Indre-et-Loire, eh bien, j'ai trouvé une plainte d'une certaine Catherine Dumay. Cette Catherine Dumay est cuisinière. Elle a été cuisinière au château de Pleumartin et elle adresse une plainte, on va dire, au mois d'avril 1753. C'est contemporain à mon affaire, d'ailleurs, ce que je vais vous dire. Alors, je vais peut-être pas lire en entier, mais aujourd'hui, 3 avril 1753, au greffe criminel et bailliage et siège présidial de Tours, à Paris, Marie Dumay, fille domestique cuisinière de monsieur le marquis de Pleumartin, demeurant chez la femme Goiseau, gabarretière, paroisse de Saint-Pierre-des-Corps, âgée de 26 ans, fille de Louis Dumay boulanger à Nouan, et Marie Lemoine, son père et mère, laquelle a déclaré qu'elle a servi domestiquement pendant 6 semaines en qualité de cuisinière le sieur marquis de Pleumartin, pendant lequel temps le dit sieur marquis de Pleumartin n'a cessé d'avoir sa compagnie charnelle de force et de violence, et ce au commencement du mois d'août, de sorte qu'elle se trouve actuellement grosse d'enfants, de son fait et de ses œuvres, et actuellement sur son 9e mois de grossesse, et qu'elle nous affirme véritable, et ce pour obéir aux édits déclarations de sa majesté, dont acte et a déclaré ne savoir signer. Donc vous avez compris, elle accuse son seigneur de l'avoir mise enceinte. Et évidemment, si elle entreprend cette démarche, c'est évidemment pour avoir une compensation financière, parce qu'évidemment, une fois qu'elle a été enceinte, eh bien, elle a été éjectée. Ça, c'est classique. Si j'ai l'occasion, d'ailleurs, l'année prochaine, je vous présenterai d'autres cas de ce type, je dirais au XVIIIe siècle. Dernier élément. Et là, on va entrer dans le vif un petit peu du sujet. 3e élément du contexte, quelle est exactement l'origine de l'affaire? Parce que pour moi, il ne s'est rien passé. On est tout à fait d'accord. À l'origine de l'affaire, c'est vrai qu'on a dans les documents des explications. Ces explications, elles ne sont pas toutes d'une très très grande clarté. Il y a quelques zones d'ombre. Ce qui est certain, c'est que
à l'origine de cette affaire, tout commence, vous voyez, pendant l'année 1749. Vous voyez, c'est le moment où notre Isoré, il est démobilisé. La guerre de succession d'Autriche est terminée. Il s'est marié. Bon, il se trouve qu'en 1749, il est visiblement très souvent à Paris. Là aussi, hein, ça mériterait une enquête beaucoup plus vaste et beaucoup plus exhaustive. Visiblement, les Isoré avaient des pieds-à-terre, je dirais, en région parisienne, à Versailles, hein, puisqu'ils étaient assez présents à la cour, à la fois à Versailles et à la fois à Paris. Et il se trouve que un fait est incontestable. Isoré a contracté une dette, vous voyez, d'un montant de 10 000 à 12 000 livres tournois. Alors, une petite explication peut-être sur cette somme. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est pas beaucoup? À cette époque-là, vous voyez, le revenu d'une famille paysanne qui arrive à nourrir ses enfants à peu près correctement, c'est autour de 300, 400 livres tournois. Donc, vous avez compris que 10 000 à 12 000, c'est quand même beaucoup plus. Hein. Alors, pourquoi cette dette? Parce qu'évidemment, ça, c'est vraiment l'origine de tout ce qui va suivre. Hein. Alors là, les explications divergent selon les camps. Selon le marquis de Pleumartin, cette dette, c'est qu'il n'a pas eu de chance. Hein. Lorsqu'il était à Paris, il a voulu porter secours à l'un de ses amis, il lui a prêté de l'argent, hein, et puis il s'est porté caution pour lui, et cet ami en question, qui était malade, eh bien, il est mort, et il s'est retrouvé avec la dette sur le dos. C'est son explication, ça veut pas dire que c'est vrai. Hein? Et puis, il y a une deuxième explication, notamment des adversaires du marquis de Pleumartin. D'autres disent que lorsqu'il était à Paris, il a mené grande vie et qu'il a dilapidé, je dirais, la dette familiale. Vous savez d'ailleurs, hein, là je vous donne deux thèses un peu antagonistes, il se peut que ce soit un peu des deux. Hein? Les sources, en tout cas, le dossier judiciaire ne me permet pas, en tout cas, de savoir exactement ce qu'il en est. Mais en tout cas, il faut l'avoir à l'esprit. Et ce qui se passe, c'est que lorsque vous avez une dette, au bout d'un moment, il faut rembourser. Hein. Alors, au début, alors vous voyez, ça traîne un peu, parce que c'est quand même un personnage considérable et qui a pu se payer, je dirais, des avocats, je dirais, pour se défendre. Eh bien, au début de l'année 1753, eh bien, le Parlement de Paris, vous voyez, début d'année 1753, cette année 1753 est une année très importante pour notre histoire, eh bien, le Parlement de Paris rend un bail judiciaire au profit de Pierre Daumain, donc c'est le créancier, hein, et ce bail judiciaire demande finalement à ce que des saisies, à que des interventions soient faites sur les biens du marquis de Pleumartin pour que la dette puisse, en partie au départ, être remboursée. D'accord? Donc là, vous voyez, on est dans un processus logique. Et donc, là, c'est véritablement le début de l'histoire. Le 9, retenez bien cette date, hein, le 9 mars 1753, eh bien, on a 4 huissiers de Châtellerault. Vous voyez, Châtellerault, c'est quand même pas très très loin, hein, c'est à 20-25 km au maximum, hein, eh bien, qui sont chargés de se rendre sur les terres du marquis de Pleumartin, de façon à commencer à exécuter le bail judiciaire, et donc on peut supposer à commencer à faire des saisies sur les revenus des domaines du marquis de Pleumartin. Alors ces 4 huissiers de justice, il faut quand même vous donner leur nom. Tout d'abord, on a Pierre Méraud. Hein, Pierre Méraud, alors c'est celui qui a le titre d'ailleurs de premier huissier audiencier au siège royal de Châtellerault. Il a 41 ans. Il est accompagné de Pierre Bachelier, qui est également huissier royal à Châtellerault, qui lui a 33 ans. Le troisième à les accompagner, c'est Philippe Cherpy, qui a 50 ans, qui est également huissier à la sénéchaussée de Châtellerault. Et puis le quatrième, qui s'appelle Vincent Normand, et dont je n'ai pas l'âge, vous m'en excuserez, mais je ne l'ai pas trouvé, eh bien, c'est le quatrième huissier qui est chargé finalement de cette opération, qui souvent, vous savez, c'est saisi, ces opérations un peu classiques. Hein. Mais enfin, ils y vont quand même à 4. Ils y vont à 4 parce que là, il faut saisir un noble, et un noble qui se veut prestigieux, qui se veut puissant. Alors, ils vont, ces 4 huissiers, se rendre dans l'une des terres
du marquis de Pleumartin. Alors, je vous les ai cités d'ailleurs tout à l'heure. Hein. Ils vont se rendre dans la paroisse de Vic, Vic-sur-Gartempe, d'accord. Et ils vont se rendre dans la maison de Jeu, hein, c'est le toponyme, qui est exploité par un certain Taillebourg. Donc, vous voyez, c'est lui le fermier qui gère ce domaine. Alors, ils vont s'y rendre de bon matin, hein, les 4 huissiers. Il se trouve que lorsqu'ils arrivent, il se trouve que le fermier, en gros, hein, du seigneur de Pleumartin, il se trouve qu'il est absent. Et ils ne parviennent pas, finalement, à entrer dans le domaine pour procéder à des éventuelles saisies. Que font-ils ? Évidemment, ils sont déçus, hein, d'être ainsi privés de faire leur travail. Eh bien, comme ils ne trouvent personne, ils vont se rendre, tout simplement... Oh, je vais y arriver. Ils vont se rendre dans l'auberge de Vic. Hein, et je crois qu'il faut un petit peu s'imaginer cette scène. Ils sont dans une auberge de Vic. On a d'ailleurs Pierre Méraud, qui fait office un petit peu de chef, vous voyez, de cette petite délégation de huissiers, qui a une table. Alors on peut imaginer qu'ils ont chacun une panne de vin à boire, hein, parce qu'il faut bien se reposer aussi. Et vous avez Pierre Méraud qui est en train de rédiger un procès-verbal, comme quoi il n'a pas pu procéder finalement à l'opération d'huissier qui voulait procéder dans cette terre de jeu. D'accord ? Tout jusqu'à présent, tout est normal. Et c'est là où les choses vont se dégrader. Alors effectivement, ce qu'on va reprocher, vous voyez, c'est l'objet de ma deuxième partie, ce qu'on va reprocher au marquis de Pleumartin dans le procès qui va lui être fait, hein, c'est ce qui se passe dans les minutes et dans les heures qui suivent. Alors, très schématiquement, on va reprocher au marquis de Pleumartin, on va lui faire 2 grands griefs. 2 grands griefs. Alors, quels griefs exactement ? Le premier reproche que l'on va faire au marquis de Pleumartin, alors c'est le premier reproche qui va être le plus long à vous présenter. D'abord, on va lui reprocher ses actions lors de la journée, justement, du vendredi 9 mars 1753. Alors, vous vous souvenez de la scène ? On a nos 4 huissiers qui n'ont pas pu procéder à leur saisie dans cette terre de Vic-sur-Gartempe, à Jeu. Ils sont en train de se restaurer, Méraud fait son procès-verbal, et il se trouve que, au même moment, le marquis de Pleumartin est en train de chasser sur ces terres. Et il apprend que les 4 huissiers de Châtellerault, qu'il connaît déjà, parce qu'il semble bien que ce ne soit pas la première opération de ce type qu'ils aient menée, il les connaît, hein, il apprend que ces 4 huissiers sont sur ces terres. Eh bien, que fit-il ? Il arrête sa partie de chasse et avec ses hommes, en armes, il va se rendre, parce que c'est ce qu'on lui a dit, il a eu l'information, il va se rendre dans cette auberge de la paroisse de Vic-sur-Gartempe. Lors de cette journée du vendredi 9 mars 1753, on va alors reprocher au marquis de Pleumartin 4 grandes exactions. Lesquelles ? D'abord, la première exaction qu'il va commettre, c'est qu'on va lui reprocher, alors qu'il n'en a absolument pas le pouvoir, hein. N'oubliez pas que les huissiers, c'est des hommes de loi, hein. On va lui reprocher d'abord d'avoir arrêté de manière extrêmement violente les 4 huissiers à l'auberge de Vic. Alors là, je ne vais plus vous raconter tel quel, je vais parler des archives, hein, et notamment les témoignages, qui existaient, vous voyez, dans le dossier de 800 pages. Alors, vous inquiétez pas, on ne va pas lire les 800 pages. Hein. D'abord, que se passe-t-il ? D'abord, le marquis de Pleumartin va faire désarmer les 4 huissiers, va les insulter et va les faire violenter. Le mieux, c'est de lire les archives. Le dit seigneur de Pleumartin entra comme un furieux avec un fusil. Ah, j'ai oublié de vous demander, est-ce que vous arrivez à bien lire ? Ouais, d'accord. En disant à l'huissier Méraud, bougre de gueux,
Dit en confiteor. Alors attendez, je sais plus. Tu es mort. Au même instant, entra une troupe de gens affidés au dit Seigneur, au nombre de 6 ou 7, tous armés de fusils, pistolets, de couteaux de chasse. Ils étaient à la chasse. Hein. À l'instant, le dit Seigneur de Pleumartin donna aux huissiers, avec l'aide de ces gens, plusieurs bourrades de leurs fusils, tant dans l'estomac que dans les côtes. Oui, c'est quand même pas sympathique, hein, comme arrestation. Après quoi, les saisirent au corps, leur donnèrent plusieurs soufflets par le visage et la tête. D'accord ? Arrestation dans l'auberge, et vous voyez, avec également des coups, et des coups assez violents. C'est pas tout. Il ne se contente pas, vous voyez, de les arrêter, il les fait attacher 2 par 2 à des chevaux. La parole aux archives. Ah. Le seigneur de Pleumartin les fit descendre dans la cour de la dite auberge, les fit lier tous les 2, les huissiers Méraud et Bachelier, avec des cordes par les gens qui étaient avec lui, qu'il fit aussi lier les nommés Normand et Charpie, et les attachèrent tous les 4 à la queue du cheval du dit Charpie. Vous imaginez bien, là, on sent déjà, on veut les humilier. Vous êtes d'accord, hein ? Ce n'est qu'un début. Ce n'est malheureusement pour les 4 huissiers qu'un début. Toujours sur place, le marquis de Pleumartin s'en prend à leur coiffe. Vous savez que la coiffe, l'habit, c'est important. Au XVIIIe siècle comme aujourd'hui, mais au XVIIIe siècle particulièrement sans doute. Hein. Il fait brûler les perruques des 4 huissiers. Ensuite, le seigneur de Pleumartin prit leurs perruques, dit à la dite cabaretière d'apporter du feu et de la paille, disant « Je veux que ces gueux ressemblent à des galériens. Je veux faire brûler leurs perruques. » Et il fait ça dans la cour de l'auberge. Bon, c'est pas fini. Je vous ai promis 3 exactions. Là, on est toujours à Vic. Ben, qu'est-ce qu'il veut faire ? Ben, tout simplement, il veut les amener chez lui, à son château de Pleumartin, qui se situe à 8 ou 9 kilomètres. Hein. D'accord ? Alors, il va faire transférer par ses hommes, effectivement, les 4 huissiers jusqu'à Pleumartin. On pourrait presque, vous voyez, reconstituer, c'est ce que je me suis amusé à faire, à reconstituer leur parcours. Hein. Après quoi, fit monter un de ces gens sur le cheval du dit Charpie et les fait conduire, toujours en les frappant de coups, de bourrades de fusil, soufflés à autres coups, jusqu'à environ la moitié du chemin du dit Vic, alors c'est Vic, hein, à Pleumartin. Et là, à mi-chemin, vous voyez, au bout de 4 ou 5 kilomètres, on va faire une pause. On verrait une pause dont on se serait passé, en tout cas les quatre huissiers se seraient passés. Cette pause se déroule, cette halte, on peut dire pause, hein, se déroule à proximité du village de la Baudonnière. Étant arrivé dans un petit creux où il passait un petit cours d'eau, cette indication est importante, ça m'a permis de retrouver l'endroit. Il commanda à ses hommes de couper des verges, c'est-à-dire des bâtons. Hein. Pour lors, fit aux huissiers quitter leurs habits, tout nus. Il fit faire 2 rangées de ces gens, qui étaient au nombre de 17 ou 18. Je vous ai dit qu'il avait une domesticité assez abondante. Hein. Et fit passer les huissiers sous leurs verges, environ 30 tours, les frappant sans discontinuer, après quoi il fit reprendre leur habit. Alors je ne sais pas si vous avez bien compris ces quelques phrases, c'est-à-dire que ces 18 hommes, il va les organiser en 2 rangées, comme ça, il fait mettre les huissiers tout nus, et ces 18 ou 20 hommes, il va les faire passer entre eux à plusieurs reprises, même de très nombreuses reprises, et à chaque fois qu'ils passent, ils sont frappés. Ils sont frappés. Alors attendez, Vic, désolé, mais la carte contemporaine est quand même plus lisible. J'ai abandonné la carte de Cassini. Entre Vic et Pleumartin, vous voyez qu'il y a le village de la Baudonnière,
Et vous voyez qu'il y a le petit ruisseau là qui coule. Donc visiblement, c'est à cet endroit-là qu'il y a eu la halte. C'est bien Google hein, aussi. Hein. Il se trouve qu'au village de la Baudonnière, il y a eu un témoin. Le témoin, vous voyez, c'est un certain Pierre Latour. Justement, c'est lui qui administre notamment le régime des Gabelles dont je vous ai parlé tout à l'heure brièvement. Regardez, dépose qu'au mois de mars de l'année 1753, étant dans son jardin, vous voyez, il a du spectacle, hein, il aperçut un peloton de personnes qui venaient du côté de Vic, ce qui fit qu'il regarda ce que c'est toi, et étant arrivé à environ 100 pas de son jardin, au lieu appelé la planche de la Baudonnière, qui est un fond, il vit que c'était le seigneur marquis de Pleumartin, accompagné des nommés Courtauld, l'Étoile, Courtois dit Cajou-Nègre. Juste un tout petit détail, hein. Parmi la domesticité du marquis de Pleumartin, il se trouve effectivement qu'il y a, il y a un noir, hein, ce qui n'est pas si fréquent que ça au XVIIIe siècle. Hein. Les deux Simonnet dits Ricard frères, Gaillard et Contant, tous domestiques ouvriers du dit seigneur de Pleumartin, qui tenaient entre eux 4 personnes, dont il ne connut que le nommé Charpie, huissier. Que là, il entendit que le dit seigneur de Pleumartin dit à ces gens qui étaient tous armés de fusils, épées et couteaux de chasse, allons, c'est là qu'il faut donner là. Alors, vous voyez, il y a un mot que là, j'ai pas transcrit, parce que ce mot-là, c'est Veresdoer, je vous le montrerai tout à l'heure. Il n'est pas dans le dictionnaire, mais visiblement, c'est le nom du châtiment qui va leur infliger. Vous savez, avec les 2 rangées, et on passe au milieu. Révesdoir, je vous montrerai le mot, c'est un mot je pense poitevin mais qui peut être aussi d'origine militaire. Hein. Et à ces grivois-là, allons que l'on me coupe des verges et qu'on les fesse, qu'ayant effectivement coupé des verges et des arbres de frêne, il les fit fesser si cruellement que ces pauvres malheureux criaient comme des misérables et demandaient grâce en disant que le bon Dieu pardonnait bien, qu'il les priait de bien vouloir leur pardonner, que jamais il n'irait, qu'il leur fit faire bien donner au moins 1000 coups de verge, que les premières verges étaient rompues, il en fit couper d'autres, et les fit redoubler avec tant de violence que ces malheureux hurlaient plutôt que de crier. Que ensuite il les fit lier comme des coquins, et les fit conduire devant lui, et lorsque le dit sieur de Pleumartin était devant chez lui avec toute sa troupe, qui conduisait ces pauvres malheureux, il cria « Viens, viens la tour », alors la tour c'est le témoin, « Viens, viens la tour, je t'amène des faussonniers », que lorsqu'il fut passé, il fut voir dans l'endroit où il les avait fait fesser, il vit un tas de verges qui étaient toutes rompues. D'accord ? Vous voyez, c'est comme ça que ça... Alors, c'est le mot que j'ai pas pu mettre là. Le Révestoer, c'est le nom visiblement de cette punition un peu musclée quand même. Hein. Révestoer, je lis ça. Mais c'est dans aucun dictionnaire que j'ai pu consulter jusqu'à présent du XVIIIe siècle. Mais vous voyez, ça fonctionne comme ça, ce genre de document. Avant de repartir, on veut les humilier jusqu'au bout. Hein. Le marquis de Pleumartin, avant de repartir, il les fait rhabiller, je crois. Le seigneur de Pleumartin leur fit couper les cheveux à tous les 4 huissiers par un de ses domestiques, entre autres nommé Normand, qui ne portait point de perruque. Vous voyez le désir, la volonté d'humilier au point le plus fort sans doute. Hein. Allez, une dernière scène horrible, non c'est pas la dernière. Parmi ces huissiers, il y en avait un qui était venu sur le terrain avec son chien. Eh bien, en chemin, l'un des domestiques du marquis va abattre le chien du huissier qui le suivait depuis 4 ou 5 kilomètres. Oui, c'est la scène la plus atroce, je suis d'accord avec vous. Le nommé Courtauld, l'un des domestiques du dit marquis, tira un coup de fusil sur le chien de Bachelier qui resta sur la place. On arrive, vous voyez, promenade sympathique hein, pour les 4 huissiers. On arrive à Pleumartin. Alors Pleumartin, certains d'entre vous connaissent la bourgade. Il y a une place centrale, hein, place centrale où il y avait une auberge. Étant arrivé au Dibourg de Pleumartin, il est fait arrêter vis-à-vis de l'auberge, disant à haute voix à tout le monde, qui était assemblé en grand nombre, en ces termes, je disais bien que je prendrais ces bougres de gueux de galériens, je les tiens, les voilà.
Donc oui, ils les exposent. Hein. On souhaite les humilier, je dirais absolument jusqu'au bout. Bon, vous allez me dire, c'est bientôt fini quand même? Non, c'est pas fini. Troisième exaction que va commettre aussi durant cette journée le marquis de Pleumartin, c'est qu'il va les faire entrer dans son château. Alors le château n'existe plus, je reviendrai aujourd'hui. J'y reviendrai. Ces 4 huissiers vont séjourner dans le château de Pleumartin, donc il les fait rentrer. Ça ne va pas être non plus une promenade de santé. D'abord, il va à nouveau les faire se déshabiller, les 4 huissiers de Châtellerault. Et il va les menacer. Le marquis les fait délier, les fit quitter leur habit disant qu'on m'apporte des verges pour repasser ces gueux-là, en disant au diméro bougre de gueux, je vais te faire pendre à un de mes arbres. Donc il menace de pendaison. Et puis, une scène, les chauffeurs du Moyen-Âge, c'est ça? Le marquis dit aux huissiers, mettez-vous à genoux devant le feu. On les a fait déshabiller juste avant. D'accord? À l'instant, le marquis commanda à un de ses domestiques d'apporter 2 fagots et de les mettre dans le feu. Le dit seigneur de Pleumartin, qui avait aussi un fusil à 2 coups, leur dit, le premier sacré bougre qui remue, je lui brûle la cervelle. Le dit seigneur de Pleumartin, ne cessant point de leur donner des soufflets à toutes mains, de part et d'autre même, donna plusieurs coups d'un gros bâton sur les bras, sur les mains droites et sur d'autres parties du corps, qui fit des plaies considérables. Donc vous avez vu, on les fait chauffer à la méthode chauffeur de la fin du Moyen-Âge. Et puis, il les fait manger. Je vous sens déçus là. Le marquis de Pleumartin, après, les fait rhabiller. Alors attendez, ils sont quand même bien esquintés. Hein. Le marquis de Pleumartin les fait souper les 4 huissiers et les fait conduire jusqu'à l'auberge de Pleumartin. On a même le menu. Après quoi, le dit seigneur fit faire à souper aux 4 huissiers, lequel souper était composé d'un plat de morue, un plat d'œuf et d'un plat de pois rouges colorés. Ensuite, les fit conduire dans leur auberge au bourg de Pleumartin. D'accord? Fin du chemin de croix? Pour eux, si. Fin du chemin de croix. Attendez. Vous imaginez faire 8 km ou 9 km dans ces conditions, ça a duré peut-être plusieurs heures, au moins 2-3 heures minimum, hein, dans une posture absolument humiliante. Bien évidemment, une fois qu'ils sont libérés, ils vont rentrer chez eux, d'accord? Ils vont évidemment tout de suite, et on l'a dans le procès judiciaire, porter plainte contre le marquis de Pleumartin. Qu'est-ce qui se passe? Alors vous voyez, j'ai bien la chronologie en tête, hein, on est le 9 mars. Donc le 10 mars, j'ai les premières plaintes, hein, des 4 huissiers. J'ai des témoignages. J'ai également des rapports de chirurgiens qui vont observer les blessures hein, qu'a occasionné finalement ce traitement de faveur, si j'ose dire, hein, qu'ils ont subi pendant plusieurs heures. Des descriptions d'ailleurs extrêmement précises. Hein. Ben, qu'est-ce qui se passe au niveau judiciaire? Est-ce que ça suit? Ben, ça ne suit pas. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. N'oubliez pas qu'on a affaire à un très puissant seigneur et on a presque un peu l'impression, vous voyez, que ce secteur du Poitou, cet angle mort entre le Poitou, la Touraine et le Berry, ben, c'est à ce seigneur-là. C'est à ce seigneur-là, il est sur ses terres, les populations lui sont fidèles, en tout cas au moins ont peur de lui, hein, et il ne se passe pas grand-chose. Alors attendez, il y a quand même un événement, le 31 mai, alors il ne faut pas que je me trompe dans le nom là, cette fois-ci, excusez-moi, je prends de temps en temps mes notes quand même, le 31 mai 1753, parmi ces 4 huissiers, il y en avait un qui s'appelait Vincent Normand. Vincent Normand meurt ce jour-là. Il meurt des suites de ses blessures. Ok? Et ça, bah, c'est quand même grave.
Un huissier, c'est quand même un homme de loi. Il y a un de ces 4 huissiers qui, après tous ces mauvais traitements, finalement, est mort. Et là, les autorités royales vont décider de réagir. Et ça, ils vont décider de réagir quelques jours plus tard, le 11 juin 1753. Donc vous voyez, le 11 juin, on est déjà presque 3 mois, attendez, avril, mai, presque 3 mois après, 3 mois après les faits, 3 mois et 2 jours. Alors attendez, ça, c'est le deuxième reproche. Je suis déjà à mon deuxième reproche. Enfin, le premier était important. Vous voyez qu'il y a des choses, il y a de nombreux griefs. Le deuxième reproche que l'on va faire dans ce procès au marquis de Pleumartin, ce sont les événements qui se sont produits justement le 11 juin 1753. Alors que se passe-t-il exactement? C'est beaucoup moins long, je vous rassure, parce que je vois là de rien que je suis bavard. Le 11 juin 1753, eh bien, les autorités royales décident de faire arrêter le marquis de Pleumartin. Vous avez compris qu'il a des hommes, lui, une bonne vingtaine de personnes, armées, armées jusqu'aux dents. Donc, pour arrêter finalement un criminel, vous savez qu'il existe une administration sous l'Ancien Régime, que j'ai déjà citée d'ailleurs, c'est la maréchaussée. Alors, normalement, une brigade de la maréchaussée, c'est 5 cavaliers. Ça suffit, 5 cavaliers? Non. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mobiliser 5 ou 6 brigades, entre 25 et 30 hommes. On va mobiliser notamment la brigade de Châtellerault, du Blanc, de Châtillon-sur-Indre, de Preuilly, de Châteauroux. Alors ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Au moins ces 5 brigades. Simplement, dans certaines des sources, il est mentionné qu'il y avait 30 cavaliers. Alors 30 cavaliers, ça fait 6 brigades. S'il y en a une 6e, on ne trouve pas le nom dans les sources, en tout cas, de ce procès. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour attraper le marquis de Pleumartin, ce n'est pas simple. C'est nos techniques presque habituelles. Il faut plutôt procéder la nuit. Effectivement, dans la nuit, on va encercler le château de Pleumartin, le château de l'époque, pas le château actuel, le château de l'époque, et puis ça ne va pas se passer comme prévu. Effectivement, ce jour-là, c'est un lundi, entre 4h et 5h du matin, une trentaine de cavaliers de la maréchaussée encerclent le château de Pleumartin afin d'arrêter le marquis de Pleumartin. Que dit le compte-rendu? Le 11 du mois de juin 1753, suivant les 4h du matin, le prévôt général de la maréchaussée de Bourges, vous voyez, c'est la maréchaussée berrichonne qui est aux commandes, même s'il y a des châtelleraudais dedans, chargé des ordres de Sa Majesté, s'étant transporté au château de Pleumartin avec plusieurs brigades, les plus prochaines, pour arrêter le seigneur de Pleumartin en vertu des 10 ordres, s'étant présenté pour le mettre à exécution, ont fait plusieurs décharges de coups de fusil sur ces brigades. Alors, vous voyez, la syntaxe, on est d'accord, c'est pas terrible, mais on fait avec. C'est-à-dire que s'est-il passé? Les hommes du marquis de Pleumartin ont tiré sur ces cavaliers de la maréchaussée. Ont tiré sur ces cavaliers de maréchaussée, ont fait plusieurs décharges de coups de fusil sur ces brigades, de manière qu'ils auraient resté sur le plan 2 cavaliers, entre autres le sieur de la Salle, exempt de Châtellerault, et plusieurs autres blessés. Alors, en réalité, il ne va pas y avoir 2 morts, puisqu'il y a un 3e qui va mourir des blessures occasionnées, vous voyez, par ces tirs des hommes de Pleumartin, puisque le bilan de cette opération, c'est un désastre. Le bilan, 3 morts. Augereau, qui est cavalier de la brigade de Châteauroux, de la Salle, qui est exempt alors, exempt, c'est un petit grade militaire. Exempt c'est comme brigadier, ou quasiment, de la brigade de Châtellerault. Et on a également le sous-brigadier du Blanc, qui s'appelle Michaud, qui va mourir quelques jours plus tard. 3 morts. Alors, attendez, on est à combien de morts là? Un huissier, 3 cavaliers. Est-ce que le marquis est arrêté? Toujours pas. Alors, comment s'appelle d'ailleurs, ça j'aurais dû vous le dire, mais je ne vais pas faire du droit d'Ancien Régime. D'abord, c'est compliqué. Je suis en plein dedans actuellement, je dois avouer d'ailleurs. C'est un peu compliqué. Finalement, là, on a 2 exactions qui sont très lourdement punies par le droit criminel de l'Ancien Régime. Ce sont des actes de rébellion. Il est coupable d'actes de rébellion, finalement, au pouvoir royal. Évidemment, ces actes de rébellion, normalement, sont punis
de la peine de mort. Que fait le marquis de Pleumartin dans les jours qui suivent? Il s'en va. Il s'en va. Il n'est plus présent à Pleumartin, il n'est plus présent dans son château. Hein. Et donc, malgré tout, vous imaginez bien que les cavaliers de la maréchaussée, à la suite de cette opération, eux aussi, ont porté plainte. Hein. Il y a des plaintes également de ces brigades de la maréchaussée. Hein. Et donc, on a toute une série de plaintes de plusieurs personnages qui ont pour cible, qui ont pour accuser eh bien, ce marquis de Pleumartin. Mais le marquis de Pleumartin, il a fui, il n'est plus sur ses terres, et visiblement même, il n'est plus dans le royaume de France. Pourtant, il va y avoir procès. Alors, vous voyez, c'est un petit peu le troisième axe, combien j'ai? Un petit quart d'heure. Le troisième axe un petit peu de mes propos, eh bien, comment va se dérouler finalement ce procès du marquis de Pleumartin? Alors, vous avez compris, hein, 800 pièces de procédure. Dans ces 800 pièces de procédure, il y a de nombreux témoignages, il y a des interrogatoires. Alors, toutes les pièces sont intéressantes, mais certaines pièces, évidemment, sont beaucoup plus intéressantes que d'autres, vous en doutez bien. Il y a des pièces, c'est de la procédure pour la procédure, hein, parce que c'est absolument indispensable. Alors, comment essayer quand même de démêler la manière dont cette affaire se termine, parce qu'elle va se terminer, hein, il y a une fin, hein, je vous rassure. Je crois qu'on peut dire que, grosso modo, on peut distinguer 3 phases dans cette procédure, dans le déroulement de ce procès. Alors, il y aurait une première phase, j'ai un petit peu simplifié les choses, qui se déroulerait entre le mois de juin 1753 et la fin de l'année 1754. Donc oui, ça fait un an et demi, ça, quand même. Hein. Alors, d'abord, ça commence pourtant de manière assez active, puisque ça commence déjà par une plainte à l'encontre du marquis de Pleumartin pour fait de rébellion à la justice et désobéissance aux ordres du roi. D'accord? Alors, un élément important, il y a un tribunal qui va décider de se saisir de cette affaire. Ça ne va pas être le tribunal royal le plus proche, qui est la sénéchaussée de Châtellerault, mais ça va être la sénéchaussée et siège présidial de Poitiers. Le tribunal de Poitiers décide de se saisir de l'affaire. Donc il y a une plainte. En même temps, c'est bien gentil, en tout cas, de délivrer une plainte. Mais le marquis, eh ben, il est parti, lui. Hein. Alors, il est parti où? Alors, déjà, en 1 an et demi, il a pu galoper. Hein. Suivant certains éléments, peut-être certains d'ailleurs, je vous les montrerai, pour certains, il serait parti en Espagne. Et puis pour d'autres, il est parti au Luxembourg. Alors vous allez dire, c'est pas le même endroit. Il a peut-être pu aller dans les deux, hein, d'ailleurs, hein, en 1 an et demi. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il n'est plus en France. Alors voilà la plainte, hein, d'ailleurs officielle. Et finalement, entre le 13 juin 1753 et décembre 1754, eh bien, qu'est-ce qui se passe en termes de procédure? Rien. Absolument rien. Hein. On a les plaintes. On avait toujours les plaintes, vous voyez, du mois de mars de la part des huissiers de Châtellerault, en tout cas des huissiers survivants, puisqu'il n'y en a plus que 3. Hein. Mais il se passe absolument rien. Et puis là, il va y avoir une surprise, puisque à la toute fin de l'année 1754, et très exactement le 1er janvier 1755, le marquis de Pleumartin va décider de rentrer sur ses terres. Quel idiot! Alors, on n'a pas beaucoup... Alors, j'aurais adoré avoir un procès verbal de capture, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas dans les pièces du procès. Pourtant, les procès-verbaux de capture, je les connais par cœur, j'en ai étudié des dizaines. Il n'y a pas dans le dossier. Visiblement, ce que l'on peut reconstituer, c'est qu'on a été mis au courant qu'il était revenu. On sait qu'il est dangereux. Cette fois-ci, on ne va pas mobiliser, combien c'était, 5 ou 6 brigades. Ça ne suffit pas. On va mobiliser également l'armée. Alors, j'ai cette information par un journal d'un contemporain qui a raconté, en l'occurrence, ce fait.
C'est le journal d'un Poitevin qui était maître perruquier, vous voyez, au palais de justice, place Le Petit actuellement. Et il dit, Monsieur de Pleumartin a été arrêté le 1er janvier 1755 et amené le 2 au soir par les 2 brigades de la maréchaussée et 300 hommes du détachement de Roi Infanterie. Bon, vous avez compris, on se méfie de lui là. Hein, et visiblement, il a été arrêté à l'auberge de Pleumartin, qui devait être, vous voyez, sur la place centrale de cette bourgade. Et aussitôt, on le met en prison. On va l'emprisonner au début de l'année 1755, non pas à Châtellerault, alors je pense que les huissiers de Châtellerault en auraient adoré. Hein. On va l'emprisonner dans l'une des 2 grandes prisons de Poitiers. Alors à Poitiers, à l'époque, il y avait 2 grandes prisons. Il y avait la prison de la conciergerie du palais, qui jouxtait le palais de justice. Vous connaissez le palais l'ancien palais de justice. Hein. Vous savez, maintenant, on a le droit de sortir par la petite rue qui revient jusque le plan de l'échelle, ça doit être, qui revient rue du Marché. Eh bien, quand vous êtes à cet endroit-là, c'est là où il y avait les prisons. Il y avait une prison pour femmes, une prison pour hommes. Alors ça, c'est la première prison. Est-ce que c'est là qu'on va le mettre? Non. On va le mettre dans l'autre grande prison de Poitiers, qui est la prison que vous connaissez. Voilà. La prison de la Prévôté. En fait, là, il y a un carré de maison qui était auparavant la prison de la Prévôté. Au milieu, il y avait une cour pour les prisonniers. Il y avait même une chapelle. Et vous voyez que d'ailleurs, la tour, c'est une tour qui date du XVIe siècle. Hein. Eh bien, on va emprisonner, installer dans ces locaux le marquis de Pleumartin. Alors, visiblement, il n'est pas dans les cachots avec les autres prisonniers. On l'installe dans les bâtiments nobles, en l'occurrence. Hein. D'accord ? Mérite. Allez, deuxième période. On va faire un peu de procédure d'Ancien Régime. La deuxième phase de ce dossier, alors oui, première période, il ne s'est pas passé grand-chose pendant 1 an et demi parce qu'il n'était pas là. Il revient, on l'attrape, on le met en prison à la Prévôté. D'accord ? Deuxième phase du procès. Alors cette fois-ci, cette phase se déroule à Poitiers. Le tribunal en action, c'est celui de la sénéchaussée et du siège présidial de Poitiers. On va procéder, alors je les ai tous, hein, à plusieurs interrogatoires du marquis. Hein, le premier interrogatoire, vous voyez, a lieu, alors j'aurais pu vous le transcrire et qu'on le lise ensemble, mais ça aurait été un petit peu long, a lieu, vous voyez, dès le 17 janvier 1755. Le marquis, il est tout sauf, enfin, il est cruel, on est d'accord. Hein. Il est tout ce que vous voulez, mais il n'est pas idiot. Qu'est-ce qu'il fait dans son interrogatoire? Il va nier, il va minimiser les faits. Parce que tout simplement, c'est d'ailleurs un peu comme le droit actuel, hein, si sous l'Ancien Régime, vous avouez, vous êtes mort. Hein, faut pas plaider coupable là, hein, si j'ose dire. Et là, évidemment, il va minimiser les faits. Je vous ferai un petit compte rendu d'ailleurs des arguments hein, qu'il avance, parce que en même temps, c'est un peu compliqué quand même hein, de minimiser les faits. Donc, il y a l'interrogatoire, d'accord ? Alors, simplement, dans l'interrogatoire, il n'y a aucune preuve. Aucune preuve. Hein. Il faut finalement, pour le tribunal, il faut réunir des preuves qui permettent de prouver la culpabilité du marquis de Pleumartin. Alors, parmi ces preuves, c'est bien d'avoir des témoignages. Est-ce qu'il y a eu des témoins au chemin de croix, excusez-moi l'expression, hein, des quatre huissiers, mais il y en a eu des dizaines. Est-ce qu'ils viennent témoigner? Non. Ils ne viennent pas témoigner. Là, on peut aussi deviner l'emprise que pouvait avoir un seigneur sur les habitants de sa seigneurie. Hein. Alors, attendez, mettez-vous à la place des juges du présidial. Ils n'arrivent pas à avoir des témoignages qui finalement confondraient le marquis de Pleumartin. Et donc, ils vont user d'une procédure sous l'Ancien Régime, et honnêtement, ils en usent d'ailleurs, je pense qu'ils n'auraient pas le droit de faire ça. Ils vont finalement publier un monitoire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un monitoire? Un monitoire, j'ai étudié ça, normalement, il ne devrait pas y avoir eu monitoire ici. Un monitoire, c'est un appel à témoins, sous l'Ancien Régime,
sur un crime ou un délit pour lequel on ignore l'identité du coupable. Bon, vous avez compris que là, ce n'est pas vraiment l'identité du coupable, on a une petite idée quand même. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Et pourtant, ben, voyez, au 1er juillet, vous voyez que ça a traîné, hein, on va publier un monitoire. C'est-à-dire un appel. Alors, qu'est-ce que c'est un omnipass? C'est un appel, donc finalement, à témoins, et où on demande à ceux qui ont vu quelque chose de venir témoigner sous peine d'excommunication. D'accord? Donc, c'est les curés de paroisse. Vous voyez, imaginez-vous comment ça s'est passé. Vous avez le curé de toutes les bourgades, toutes les paroisses que je vous ai nommées en début d'exposé, Pleumartin, Vic, etc., hein, qui disent, voilà, si vous avez vu quelque chose sur cette affaire, il faut venir témoigner. D'abord me le dire, et moi je transmettrai vos noms à la justice. Si vous ne le faites pas, au bout de 3 semaines, je vous excommunie. Alors vous voyez, dans cette société du XVIIIe siècle, qui est encore très croyante, la peine d'excommunication, ça a un certain écho. Est-ce que les gens vont venir témoigner? Ben oui. Ah oui. Moi qui ai étudié, vous voyez, en même temps, vous voyez, en termes de droit, ils n'avaient pas le droit de faire ça. Parce que l'identité du coupable, on la connaît. D'ailleurs, dans le texte même du monitoire, il est là le monitoire, ça c'est le texte originel, il y a même des erreurs d'ailleurs factuelles. Ils se trompent sur le jour dans le monitoire, je crois qu'ils mettent le 8 au lieu du 9 mars, et puis il y a une erreur sur le lieu aussi, je crois, peu importe. Hein. Et est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont répondu à ce monitoire? Oui. Ben oui. Alors vous voyez, comme ça se passe, c'est que les curés de chaque paroisse, déjà, en Poitou, c'est le cas, ils vont, ils vont noter les témoignages de leurs paroissiens. Et ces témoignages, ils les transmettent ensuite à la justice, qui reconvoque les témoins. Ben, résultat, 186 paroissiens viennent témoigner. Et ils sont originaires à la fois de Pleumartin, c'est le gros du bataillon. Vous imaginez là tous les gens qui étaient en plein après-midi, place de Pleumartin, qui voient leur seigneur arriver, là, triomphant, je les ai eus, mes 4 huissiers, là, hein, etc. Tout le monde l'a vu. Hein. Également sur le chemin, c'est en plein jour. Hein. Donc également, vous voyez, il y a des gens de Châtellerault. Les Châtelleraudais, c'est notamment les amis des huissiers à leur retour, qui étaient en piètre état, hein, quand même. Hein. La Roche-Posay, à Vic aussi, les gens de l'auberge. Hein. Et alors, ces témoignages, vous voyez, qui sont recueillis par les curés, ça s'appelle des révélations, peu importe. Hein. Et ces révélations sont transmises ensuite au tribunal royal. Et le tribunal royal va reconvoquer les témoins. C'est comme ça que ça fonctionne. Je suis à peu près clair? Bon, là, il y a des témoignages. Que fait le marquis? Malin, le marquis. Le marquis va user, lui aussi, d'un procédé juridique qui est presque nouveau au XVIIIe siècle, en tout cas qui se développe. Il va décider, pour se défendre, de publier ce qu'on appelle un factum. Un factum. Alors, attendez, là c'est mon texte de moniteur, on peut pas le lire, hein, il est déjà 4 heures ou presque. Oh là. Ça c'est mon monitoire. Alors c'est quoi un factum? C'est comme un mémoire. Vous voyez? Ça se présente comme ça. Ce factum ou mémoire signifié, c'est un texte où l'un des parties, finalement, expose sa position dans une affaire. D'accord? Et vous voyez, c'est imprimé. Et déjà, ça demande d'avoir un peu d'argent, certes. Hein, et ce texte, il le fait imprimer, il le fait diffuser pour défendre ses positions. Finalement, vous voyez, on fait appel un peu à l'opinion publique naissante du XVIIIe siècle. Ça, c'est un fait culturel essentiel hein, au XVIIIe siècle. Hein. Et vous voyez, ce marquis de Pleumartin, il en use. Alors, c'est un texte relativement long. Je vous rassure, vu l'heure, on ne va pas le lire. Vous voyez, c'est long. Hein. Alors, vous voyez, là, j'ai mis en marge ces arguments. Alors, je vais juste vous les... Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Trop vite, là. Je vais vous les résumer. Évidemment, dans ce monitoire, il se défend contre les 2 principaux chefs d'accusation. Alors, d'abord, il se défend à propos de ce qu'on lui reproche dans la journée du 9 mars 1753.
Bon, en gros, je vous résume, mais c'est quasiment ça. Bon, certes, il les a un peu secoués. Mais bon, ils l'ont mérité quand même, hein, ces 4 huissiers. Il avait insulté, etc., etc., etc. Hein, voilà. Il reconnaît quand même, il y a, je crois, une phrase un peu de contrition. Il dit quand même qu'il a peut-être été un peu fort. Mais bon, il avait bien cherché quand même. Hein. Et puis, deuxième argument, concernant le 11 juin, alors là, il dit, oui, ben, si j'ai ordonné à mes hommes de tirer, c'est que j'ai cru que c'était des voleurs. C'était en pleine nuit. Voilà. Donc, désolé, dès que j'ai su que c'était pas des voleurs, j'ai arrêté. Ouais. Voilà. Voilà ce qu'il dit, je dirais, dans son factum. Honnêtement, hein, c'est vrai que ce dossier judiciaire, du coup, il est extrêmement intéressant parce que on trouve quasiment toutes les arcanes, tout ce que la justice et la procédure d'Ancien Régime peut utiliser pour la défense ou pour l'accusation finalement d'une personne. Et en cela, c'est vraiment extrêmement intéressant parce qu'on l'a pas toujours. Hein. Bon, alors vous voyez, il y a un débat, et puis en même temps, attendez, la procédure suit, et finalement, on procède. Alors, une fois qu'on a nos 180, quasiment 200 témoins, alors vous savez, on recueille leurs témoignages, et ensuite, il faut qu'ils le confirment. Ça fait partie de la procédure. Hein. Confirmer un témoignage s'appelle le recollement des témoins. Et il y a plus grave, il y a une autre procédure après, ensuite, donc c'est des énormes dossiers, ça s'appelle la confrontation des témoins à l'accusé. Ben, qu'est-ce qui va se passer pendant la confrontation des témoins accusés? Je vous laisse le détail. Ben, notamment, il y a des témoins qui vont revenir sur leurs accusations. Et notamment, les gens qui ont vu ce qui s'était passé à la Baudonnière. Vous savez, comment j'avais dit tout à l'heure, le révestoir, là, hein, le supplice avec des vers, il y en a qui reviennent sur leur témoignage. N'oubliez pas une chose, hein, ces gens-là qui témoignent, souvent ils dépendent financièrement, économiquement, du seigneur de Pleumartin. D'accord? Et même s'il y a eu un monitoire qui les a forcés à témoigner, ben, la situation n'est pas si simple que ça, hein, pour eux. Et ben, résultat, vous voyez, ça traîne, hein. On est déjà en décembre 55. Il a été arrêté le 1er janvier. Recollement des témoins, février, et puis il y en a qui s'impatientent. Ben, notamment les 3 huissiers survivants. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ce truc-là? Ça va plus? Ouais, excusez-moi, ça j'ai dit. Et donc, au printemps 1756, eh bien, on a nos huissiers de Châtellerault qui vont présenter une requête au Parlement de Paris. Alors, vous voyez, c'est le tribunal qui est au-dessus du présidial de Poitiers, pour que, désormais, ce soit le Parlement de Paris, eu égard aussi au statut de l'accusé, finalement, qui juge l'affaire. Et il se trouve, il va obtenir gain de cause, puisque le Parlement de Paris, alors aux grandes dames des Poitevins, des juges de Poitiers, eh bien le Parlement de Paris va accepter cette requête, et donc le marquis de Pleumartin va être transféré, il va y avoir un transfèrement, puisque c'est le terme exact, hein, il va quitter la prison de la Prévôté le 12 mai 1756. Vous voyez, on est déjà quand même 3 ans après les faits. Et c'est pas fini. Allez, j'en viens à ma dernière phase du procès. Parce que je vois que je suis long. Hein. Dernière période. Entre le mois de mai. Alors, il est à Paris. À Paris, alors cette fois-ci, il va être un peu moins bien traité. C'est moins bien que la Prévôté. Il est à la conciergerie, c'est-à-dire la célèbre prison, vous savez, où quelques années plus tard, on aura Marie-Antoinette, etc. Cette fois-ci, il est donc à Paris, à la conciergerie, et le Parlement de Paris va très rapidement prononcer une sentence. La sentence est la suivante. En résumé, il n'y a pas d'appel possible après. Condamne Pleumartin à avoir la tête tranchée par l'exécuteur de la haute justice sur un échafaud qui à cet effet sera dressé sur la place publique de Poitiers. Préalablement appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, c'est-à-dire c'est la torture, par le lieutenant particulier et assesseur criminel de la maréchaussée de Poitiers. Bon, vous avez compris, il est condamné à mort.
Et là, il n'y a plus aucun recours possible. Alors, c'est un petit peu, la sentence finale est un petit peu plus longue, et notamment, il est précisé, et ça va être exécuté dans cette sentence. Alors, il a une amende, évidemment, importante, mais également son château doit être rasé. Et il va être rasé, mis à part une tour, si j'ai bien compris. Alors, vous avez vu aussi que dans la sentence, il y a marqué la chose suivante, il doit être exécuté à Poitiers. Ah bah oui, le retour de l'enfant prodige. Hein. On est le 2 septembre. Hein. Est-ce que l'exécution a lieu à la fin de l'année 56 ? Non. Visiblement, les choses traînent concernant l'exécution de cette sentence. Début 57, toujours rien. Rien en janvier, rien en février, rien en mars. Visiblement, la famille Isoré, qui a des relais importants à la cour, parvient à retarder cette exécution. Le 21 octobre 57, on retrouve mort dans les prisons de la conciergerie du Palais de Paris. On retrouve le marquis de Plomartin, mort le 21 octobre 57. Regardez le compte-rendu. Le 21 octobre 57, le sieur Marie-Victor Isoré de Plomartin, croatie en droit, est décédé le midi et demi en une chambre de pension des prisons de Séan, a été inhumé par le clergé de Saint-Barthélemy, paroisse de la conciergerie. Je n'ai pas d'autres informations. Il avait quel âge ? 38 ans. Il était né en 19. Il était né en 19. Alors évidemment, cette mort, vous voyez, quand même plus d'1 an après la prononciation de la sentence, eh bien, cette mort, évidemment, va susciter aussi des discussions. Que lui est-il arrivé en prison ? Est-ce que c'est voulu, pas voulu, etc. En tout cas, il est quand même mort. Allez, on va essayer de conclure quand même. Si les cinéastes me le tolèrent, parce que j'ai été un petit peu long. En conclusion, peut-être 3 petites idées, allez, qui me plaît de vous avancer. D'abord, cette affaire a fait énormément de bruit au XVIIIe siècle. Vous en doutez un peu. Hein. On trouve des traces de ce procès, d'abord dans plusieurs registres paroissiaux qui ont été tenus par les curés. Hein. On trouve également des traces de cette affaire dans plusieurs mémoires de contemporains. Alors attendez, je vais me contenter juste d'en citer 2. D'abord le marquis d'Argenson, vous savez, qui était un peu du coin, quoi. Hein, il a le château des Ormes qui est pas très loin. Ben, il a entendu parler. Regardez ce qu'il met en janvier 55. Le roi a ordonné à monsieur de Guerchy, colonel du régiment du roi, qui est à Poitiers, d'arrêter un gentilhomme de Touraine, alors de Touraine ou du Poitou, comme vous voulez, hein, qui est comte de, enfin, il n'est pas comte, mais tant pis, qui est comte de Plomartin. Comme quoi, vous voyez, les sources, il faut se méfier, hein. Chargé et convaincu de plusieurs crimes, hein. Il est le neveu du duc de Biron, etc., etc., hein. C'est ce que l'on vient de faire. À l'instant, on a mis 50 soldats de ce régiment. Vous avez vu que dans l'autre source, c'était 300. Hein. Comme quoi, vous voyez les sources. Hein. Il faut faire attention. Également, le duc de Luynes, dans ses mémoires, en 56, monsieur de Plomartin fut jugé à avoir le col coupé, condamné à la question ordinaire et extraordinaire. On trouve cette information également dans les mémoires du duc de Luynes, un des grands princes, évidemment, je dirais, du XVIIIe siècle. Hein. Tu voulais dire quelque chose ? Non, c'est le château. À avoir le col coupé. Là, il dit qu'il est condamné à mort. Ah, le château, ça sera après que ça va se passer. Ouais. Oui, c'est marqué. À avoir le col coupé. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, tu as raison. Ah, l'autre, oui, oui. 50 soldats. Donc, ce n'est pas les mêmes soldats. J'ai lu un peu vite. Également, cette affaire est évoquée dans certains journaux
étranger. Alors, un journal de Liège, alors évidemment, écrit en français, il faut pas, vous savez, au XVIIIe siècle, c'est le français la langue internationale. Ce qui m'arrange aussi. Alors, attendez, c'est où ça? C'est en haut, là. Le marquis de Pleumartin, qui avait fait périr dans les plus cruelles tortures un huissier et des records qui avaient été envoyés en exécution dans son château, et où la cour avait été obligée de le faire investir pour le prendre, avait été conduit l'année dernière à la conciergerie de Paris, où il vient de mourir. Quelque cause qui ait eu sa mort, on ne la regarde pas comme naturelle. Ah, les rumeurs, hein, c'est bien ça. Le mercure danois, en français aussi. Alors attendez, c'est où là? Le mercure danois, c'est à la fin de la deuxième page. Le sieur de Pleumartin s'était retiré depuis quelques années dans son château en Poitou. D'accord? Ou quoi? Ou à l'aide des gens qui s'étaient joints à lui et auxquels il avait à donner retraite, il a commis tant d'excès qu'à la fin, on s'est vu obligé d'envoyer un détachement de 30 hommes de la maréchaussée pour le prendre dans le dit château. Mais quoique ce détachement fût déjà parvenu jusqu'à la cour intérieure, il fut cependant forcé de se retirer après avoir eu ses 3 brigadiers tués. Monsieur de Pleumartin est resté depuis encore quelques jours et a eu le bonheur de se sauver ensuite en Espagne. Alors lui dit c'est l'Espagne, d'autres qui disent ce sera Luxembourg. Donc vous voyez, dans la presse internationale, on parle du marquis de Pleumartin. Hein. C'est pas Paris Match en même temps. Hein. Allez, deuxième idée, rapide. Hein. Cette affaire du marquis de Pleumartin est parfois citée, mais avait jusqu'à présent été relativement peu étudiée. Alors j'ai eu quelques mentions, hein, vous voyez, rétrospectives. D'abord, c'est cité dans les écrits de l'historien du Châtelleraudais qui s'appelle l'abbé Lalanne, que certains peut-être connaissent. Hein. Il est cité également dans le classique d'Hippolyte Taine, et c'est quand même pas n'importe qui, Les origines de la France contemporaine. Vous savez que Taine a fait un petit séjour à Poitiers. Il se peut qu'il en ait entendu parler à ce moment-là. Attendez, il y a une ligne, hein. Hein, c'est tout. Hein. On trouve également quelques pages dans l'article du début là que je vous ai cité, qui n'est pas le meilleur du monde, on l'aura compris. Et également, cette affaire avait également été évoquée un peu plus longuement par Henri Carré, qui était enseignant à l'Université de Poitiers dans les années 20, hein, et qui consacre quelques lignes dans son ouvrage « La noblesse en France et l'opinion publique au XVIIIe siècle ». D'accord? Allez, dernière chose, je vais finir sur une anecdote que je vais essayer de lier par rapport à ce que je vous ai dit en introduction. En introduction, je vous avais parlé de George Sand, avec la petite note là. Un siècle après les faits, 1853, on trouve toujours à Pleumartin un Isoré. Alors, je ne sais plus le prénom. C'est l'arrière-petit-fils. L'arrière-petit-fils du méchant. Hein. Et cet arrière-petit-fils, eh bien, il va écrire une lettre à George Sand en 1853 et il demande à la célèbre romancière, vous voyez, 1853, George Sand, elle est au sommet de sa gloire, hein, il lui demande d'enlever sa note du chapitre 6 sur son glorieux, enfin sur son ancêtre. Elle est gentille, George Sand? Elle est gentille. George Sand va répondre favorablement à la demande, vous voyez, de l'arrière-petit-fils de notre méchant marquis, et elle va remplacer dans les éditions suivantes, eh bien, le mot de Pleumartin, elle va mettre à la place plomb-marteau, ou puis marteau, hein, dans les tirages suivants. Sachez que dans les éditions les plus récentes, Pleumartin est revenu. C'est bien quand même, hein, quand même. Hein. En tout cas, et je finirai là-dessus, je vous promets, ça montre, vous voyez, cet épisode montre bien combien cette affaire du marquis de Pleumartin de 1753 a marqué cette famille Isoré, vous voyez, qui avait pignon sur rue à Pleumartin, et a continué, vous voyez, à la hanter, vous voyez, plus d'un siècle après les faits. Merci pour votre attention. Voilà, donc y a-t-il des questions? Oui, j'arrive.
Merci. Deux questions courtes. Existe-t-il toujours des descendants de cette famille dans la région? Et deuxième question, trouve-t-on les nouvelles de Salis en Corrèze? Est-ce qu'elles sont toujours éditées? Alors, les contes de Salis. Alors, je répondrai évidemment, l'ouvrage de Salis, vous allez trouver très facilement dans toutes les bonnes bibliothèques. À la bibliothèque François Mitterrand, vous les avez, les contes du chat noir, pas de souci, la nouvelle en question. Concernant les ancêtres, j'ai pas fait la généalogie. En tout cas, jusqu'au début du fin 19e, début 20e, parmi les élus, je crois, comme conseiller départemental, on a encore un Isoré à Pleumartin. Donc, je ne sais pas où en est exactement la famille. Ça doit pas être très très difficile à faire parce que c'est une grande famille. Vous savez, la généalogie des grandes familles, souvent elles sont faites. Vous les trouvez assez facilement sur Internet. Mais j'ai pas vérifié jusqu'à aujourd'hui. En tout cas, jusqu'à début du XXe siècle, ça j'en suis sûr. Je crois qu'il y a même un Isoré qui est mort à la guerre de 14-18, qui doit être sur le monument aux morts de la commune, me semble-t-il. Mais après, je dois vous avouer que j'ai pas été beaucoup plus loin. Le marquis de Pleumartin n'a pas agi seul, il avait des comparses. Est-ce qu'ils ont été aussi impliqués et condamnés? Oui. Dans le procès, évidemment, il y a certains de ces hommes, et notamment le fameux Cajou, là, qui est donc de race... de race. Vous voyez, c'est la fréquentation des archives du XVIIIe siècle, qui était de peau noire. Et Cajou, là aussi, font partie également des accusés également. Voilà. Ah oui, c'était facile, c'était... Mais en même temps, le principal accusé, ça reste lui. Oui. Et vous avez vu que d'ailleurs, dans les textes dont je vous ai transcrit un petit peu les témoignages, ce qui est importé également au juge, c'est de savoir qui avait donné l'ordre. Et vous avez vu que dans tous les témoignages, il n'y a quand même pas trop de doute, me semble-t-il. Alors, certainement d'autres questions. Oui, j'arrive. Bonjour. Les huissiers survivants ont-ils reçu des compensations? Alors, oui, dans la sentence, il y a effectivement, pour les amendes qu'il doit payer, eh bien, une partie est consacrée notamment aux 3 huissiers survivants. Voilà. Et même à la famille du défunt. Voilà. Dans le détail, mais je ne vous dirai pas les sommes exactement, mais effectivement, ça en fait partie. C'est une sacrée histoire quand même, non? Quand même. Alors, les Isorés, il y a des gens qui connaissent bien Pleumartin. Dans le cimetière, alors aujourd'hui il y a un nouveau château, qui est un château du 19e siècle. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Du château, c'est une vieille carte postale du début 20e, et donc c'est la tour, le reste de tour. Alors est-ce que ça existe encore? J'en sais rien. Alors il y a un château qui a été construit par les Isorés au 19e siècle, château plutôt style... je ne sais pas trop comment dire. Un château. Est-ce que néo-gothique, ça va ou pas? Même pas, je crois. Même pas? Non, c'est pas néo-gothique. Je ne sais pas trop comment le désigner, mais c'était des Isorés encore au 19e siècle qui étaient là. Et là, donc, c'est le vestige de la fameuse de la tour du château qui a été rasée. Il faut que vous sachiez que les châteaux qu'on rase, c'est assez rare au 18e siècle. Dans l'histoire des châteaux, à l'époque moderne, il y a un moment où on les rase, c'est sous Richelieu. Mais après, j'avais parlé de cet épisode-là à une de mes collègues qui était spécialiste en castellologie, excusez-moi. C'est relativement rare d'avoir une sentence de ce type. Donc là aussi, on veut faire un exemple. Mais sinon, la famille Isoré est, je pense, encore connue à Pleumartin, au moins de nom. Et au cimetière, il y a un caveau assez impressionnant de la famille Isoré. Mais ce qui est normal, attendez, vous avez eu pendant... vous voyez, entre le milieu du XIVe siècle et le début du XXe siècle, ils sont omnipotents. La forêt de Pleumartin appartenait à la famille Isoré. Je crois avoir cru comprendre dans la presse locale il y a quelques années que cette forêt de Pleumartin avait été vendue. Voilà. Je ne sais pas où elle en est, parce que vous savez qu'actuellement les forêts font l'objet de pas mal d'agressions. En tout cas, elle était encore préservée il y a peu de temps.
Bon, je suis désolé de vous... Une- finalement, une- de une- vous une accabler dernière- d'histoires pareilles. Et l'année prochaine, ça sera pire presque. Hein. Merci.